Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Jeff Bezos, les milliardaires du net et de l'intelligence artificielle sont-ils les nouveaux maîtres du monde? Christine Kerdelan a mené l'enquête. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste économique, essayiste et votre livre « Ces milliardaires plus forts que les États » est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors l'introduction de votre ouvrage donne le ton, Christine Kerdelan. Ils sont 6, tous américains et ils sont planétaires, hors d'atteinte des collecteurs d'impôts et des régulateurs. Leur richesse personnelle dépasse l'entendement, 50, 100, 150 milliards au gré des humeurs de la bourse. Première question, quel est le dénominateur commun de ces milliardaires? D'ailleurs, j'en ai cité 4. On peut citer aussi les 2 autres, puisqu'il y a notamment, on a dit Bill Gates, Jeff Bezos. Qui on a oublié? On a oublié notamment Larry Page et Sergey Brin, un duo qui prépare, eux, on le verra, la fusion de l'homme et de la machine pour éradiquer la mort. Alors, le point commun, c'est quoi? Ces hommes sont en train de décider de l'avenir du monde sans que les citoyens n'aient leur mot à dire. Déjà aujourd'hui, la manière dont on vit avec les réseaux sociaux, avec le commerce en ligne, surtout grâce à Amazon, avec Google pour tout le savoir, c'est eux qui ont quand même dessiné la manière dont on vit aujourd'hui. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'ils sont en train de préparer pour demain. Quand vous dites le monde, c'est l'humanité. Et vous dites qu'elle le veuille ou non? Qu'elle le veuille ou non, on ne les élit pas. On ne choisit pas tous les 5 ans de voter pour eux ou pas. Et pourtant, ce sont eux qui décident de la manière dont on vivra. C'est-à-dire que Elon Musk veut nous emmener sur Mars quand la planète sera épuisée. Jeff Bezos prépare des implants dans le cerveau, de même que Elon Musk d'ailleurs, pour hybrider l'homme et la machine. Pour promettre l'éternité. Et pour promettre l'éternité, c'est-à-dire que vous téléchargez votre conscience et votre mémoire sur un disque dur. Ça, c'était le projet de Raymond Kurzweil, le directeur de la recherche chez Google. Vous téléchargez votre mémoire et votre conscience sur un disque dur, puis ainsi, le jour où vous mourrez, eh bien, on vous les retransférer dans un robot qui, lui, vivra éternellement. Rien que ça. Les paradis fiscaux, c'est un dénominateur commun aussi de ces 6 milliardaires américains. Alors effectivement, s'ils font des profits records, puisque c'est entre eux 30 milliards et 80 milliards de dollars, c'est aussi parce qu'ils payent beaucoup moins d'impôts que les autres. Par exemple, Google fait percevoir ces recettes pour la publicité qui est vendue aux annonceurs français par l'Irlande et non pas en France. C'est-à-dire que ça permet ensuite de payer beaucoup moins d'impôts en France, de localiser les profits dans des pays qui sont plus tolérants et où les taux d'imposition sont moins élevés, et ensuite de les transférer, là aussi grâce à cette tolérance, dans des paradis fiscaux, et donc de payer très peu d'impôts par rapport à ce qu'ils devraient. Alors on pourrait se dire tout logiquement qu'ils font ce qu'ils veulent pour l'humanité parce qu'ils sont riches. Vous vous dites que ce n'est pas leur richesse qui fait leur puissance, mais leur puissance qui fait leur richesse. Expliquez-nous. Non, ce qui est plus important pour moi, c'est le fait qu'ils soient puissants, qu'ils soient capables de décider de notre avenir. Leur richesse leur permet d'être puissants. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est effectivement très clair, mais c'est parce qu'ils ont cette richesse qu'ils peuvent avoir la puissance qu'ils ont. Mais les deux choses s'auto-entretiennent. Bien sûr, au point de défier les États. En quoi sont-ils plus puissants que les États et les gouvernements? Alors, si on les prend un par un, Elon Musk. Aujourd'hui, le Pentagone tremble à l'idée qu'Elon Musk est capable de couper Internet pour l'armée ukrainienne. Vous savez que quand la guerre a commencé, Vladimir Poutine avait mis hors d'usage le satellite qui permettait d'avoir Internet en Ukraine. Et ça a d'ailleurs gêné aussi d'autres pays européens. Eh bien, c'est Elon Musk avec ses satellites Starlink qui s'est installé au-dessus de l'Ukraine et qui a permis aux Ukrainiens d'avoir Internet. Sauf que l'année dernière, non pas l'année dernière, excusez-moi, en 2022, lorsque les Ukrainiens ont voulu attaquer en Crimée des bases navales russes, il semble qu'Elon Musk ait discuté avec des proches de Poutine et avec Poutine lui-même, qu'il l'aurait convaincu que si les Ukrainiens faisaient ça, la Russie riposterait nucléaire. Et donc, Elon Musk dit qu'il a lui-même coupé ou empêché cette zone d'avoir accès à Internet de façon à ce que les Ukrainiens ne puissent pas attaquer. Et de fait, les Ukrainiens, quand ils ont voulu attaquer, ont été coupés de tout dialogue entre leur hiérarchie, entre l'état-major et les gens qui étaient sur le terrain. Les drones ne fonctionnaient plus, les missiles guidés par Internet ne fonctionnaient plus. Enfin, ça a été une catastrophe. Et pourquoi même les États-Unis laissent faire Elon Musk ?
Mais parce que c'est à titre privé qu'il a mis ses satellites au-dessus de l'Ukraine. Personne ne pouvait l'obliger à le faire. Alors, bien sûr, il se fait payer par l'État américain, mais de temps en temps, il menace de retirer de façon à ce que l'État américain paye un peu plus. Donc ils sont incontrôlables, ces milliardaires. Ils sont incontrôlables. Et Elon Musk, c'est particulièrement ça. S'il fait peur au Pentagone, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait rationnel. Par moments, il est capable de coups de colère, de coups de gueule, comme il dit lui-même, de se tirer une balle dans le pied. Alors, vous vous attendez sans doute à la question, mais on a bien dit 50 milliards, 100 milliards, 150 milliards, c'est déjà stratosphérique. Mais il y a un certain Bernard Arnault qui n'est pas américain, qui est français, et qui, lui, a une fortune estimée à 221 milliards d'euros. Pourquoi ne le rangez-vous pas dans la même catégorie que ces 6 Américains? Alors, effectivement, c'est l'homme le plus riche du monde, à ce jour, compte tenu des cours de la bourse. Mais Bernard Arnault, je dirais, reste dans son couloir de nage. Il reste un chef d'entreprise, je dirais, classique, Ouais, très riche, mais classique. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas de nous imposer sa société idéale, il ne menace pas la démocratie. Bernard Arnault, son influence, c'est quoi? C'est de poser des emplois, de créer des emplois dans telle ville plutôt que dans telle autre, et puis de partir à l'étranger un jour si la fiscalité en France est trop dure pour lui. Mais il ne décide pas de l'avenir du monde. Il ne dit pas qu'il va nous emmener sur Mars ou nous faire vivre dans des capsules Onel, comme le fait Jeff Bezos, qui nous dit ça, de faire vivre dans des capsules Onel en apesanteur dans l'espace. Bernard Arnault ne se mêle pas de ces choses. Il reste un chef d'entreprise classique avec les pouvoirs, certes d'influence sans doute auprès de gouvernements, pour etc. éviter telle ou telle loi ou pour... Voilà, il a forcément une influence, mais il ne met pas en cause, je veux dire, notre avenir, il ne met pas en cause la démocratie et l'avenir du monde. Il y a un homme très controversé, il y a ceux qui l'aiment et ceux qui le critiquent ouvertement, c'est Bill Gates. Dites-vous, il gouverne la santé mondiale et pourtant c'est celui qui trouve, grâce à vos yeux, si l'on peut dire, c'est le plus vertueux d'entre tous? Oui, parce que si Bill Gates est dans ce livre mélangé avec les autres milliardaires, c'est pas à cause de Microsoft, c'est parce qu'il a une fondation Bill et Melinda Gates, dans laquelle il y a 50 milliards de dollars. Et qu'avec cette fondation, avec cet argent, il fait des campagnes de vaccination. Alors, une partie de son argent est un don pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et il a beaucoup d'actions qui sont faites en partenariat avec l'OMS. Mais ce que disent les gens de l'OMS, plus ou moins off, c'est que Bill Gates, parce qu'il est le deuxième donateur, mais qui n'est pas obligé de le faire, contrairement aux États qui doivent donner de l'argent tous les ans à l'OMS de manière obligatoire, Bill Gates, lui, donne de son plein gré 700, 800 millions de dollars. Et de peur qu'il les renlève, on fait un peu ce qu'il a envie qu'on fasse. C'est-à-dire que c'est lui qui décide des campagnes de vaccination. En caricaturant, je dirais que s'il voulait vacciner contre la polio tel pays parce qu'il y va en vacances tous les ans, il commencerait par celui-là. Alors j'exagère, je pense que ses décisions sont plus rationnelles que ça. Et effectivement, je le mets plutôt dans les, entre guillemets, bons milliardaires. C'est-à-dire il passe sa retraite, en fait, à essayer de faire le bien, même s'il est très controversé par ailleurs. Une question aussi sur Mark Zuckerberg, qui, dites-vous, attise le populisme et met en enjeu une génération d'adolescents. Il est peut-être plus discret ces derniers temps qu'un Elon Musk, par exemple, qui a repris Twitter à travers X. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la génération des 10-25 ans, il y a 56% de risque de suicide en plus par rapport à la génération précédente. Pourquoi ? À cause des réseaux sociaux et en particulier à cause de Facebook, Instagram. Puisque Facebook, Instagram dépendent de Mark Zuckerberg, dépendent du groupe Meta. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le harcèlement, c'est les troubles alimentaires, c'est une anxiété accrue, c'est des tensions suicidaires et c'est une perte de joie de vivre. Après, il peut dire que c'est l'utilisation qui est mal faite. C'est vrai, mais il a été interrogé par les commissions du Sénat américain maintes fois. On lui disait, mais il faut faire en sorte que vos réseaux soient moins addictifs. Parce qu'aujourd'hui, tout a été fait pour que ce soit addictif. Vous avez des shoots de dopamine, en quelque sorte, quand vous avez des likes, que vous comptez vos likes, que vous comptez vos vues, etc. Vous avez une espèce d'addiction qui se fait et les adolescents sont très sensibles à ce genre d'addiction. Et le résultat, c'est vraiment une perte de la joie de vivre. J'aimerais vous entendre aussi sur les milliardaires russes, ce qu'on appelle les oligarques. Comment les classez-vous dans votre enquête et dans votre étude? Alors, certains sont peut-être plus forts que des États, mais ce serait que l'État russe seulement. Poutine est sûrement un milliardaire plus fort que l'État, mais c'est son État, en quelque sorte, donc on peut difficilement le comparer. Non, je pense que ces oligarques
Je ne vais pas les comparer à Bernard Arnault, mais je veux dire, ils ont un pouvoir dans leur pays et éventuellement dans d'autres pays où ils ont des affaires. Mais là encore, ils n'ont pas de grands rêves messianiques. Ils n'ont pas ils n'essaient pas de dessiner l'avenir en fonction de ce qu'ils imaginent et notamment en fonction des livres de science-fiction qu'ils ont lus quand ils étaient enfants. Et comment expliquez-vous ce messianisme? Pourquoi il vient des États-Unis? Ça, c'est une Changer la planète, très bonne question. Pourquoi les Français n'ont pas de grands rêves de ce genre? Je pense qu'on les avait peut-être au siècle des Lumières et qu'aujourd'hui, l'innovation vient des États-Unis et cette idée qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, que si c'est possible, quelqu'un d'autre le fera, donc autant que ce soit moi qui le fasse, c'est une idée très américaine. Parce qu'il y a Bronson aussi qu'on a oublié d'ailleurs. C'est vrai, c'est un Anglais, britannique. Pareil, ouais. Il est beaucoup moins riche. Alors, le point commun de Richard Branson avec Jeff Bezos et avec Elon Musk, c'est l'espace. C'est-à-dire de construire des fusées pour aller faire notamment du tourisme dans l'espace. Ouais. Mais lui n'a pas encore imaginé d'aller emmener les humains sur Mars, par exemple. Pas encore. Revenons aux Américains. Il y a une présidentielle au mois de novembre prochain. Ouais. Dans quelle mesure vont-ils peser, ces 6 milliardaires, dans ce scrutin? Alors, ils ont des réseaux sociaux qui ont une influence. C'est-à-dire que, si on commence par Elon Musk, il détient X, l'ancien Twitter, et on sait qu'il a réouvert X à notamment Donald Trump, qui en avait été interdit à la suite du Capitole, des événements du Capitole. Et on sait aussi que Elon Musk est très favorable à Donald Trump. Donc, il a une possibilité d'influer sur les 300 ou 350 millions. Il ne lui a pas donné d'argent pour l'instant. Il ne lui a pas donné d'argent. Mais de toute façon, j'allais dire, en général, ces milliardaires donnent des deux côtés. Ils donnent aux démocrates, ils donnent aux républicains. Il faut assurer ses arrières, comme exactement. Ils ne savent pas qui va gagner, donc il faut qu'il en soit favorable. Si on prend Mark Zuckerberg, il faut se rappeler de l'affaire Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg règne, entre guillemets, sur 3 milliards d'êtres humains, parce qu'il y a 3 milliards de personnes qui sont sur Facebook ou sur Instagram. Et l'affaire Cambridge Analytica, c'est le fait que les coordonnées de ces gens ont été données dans le cadre d'une soi-disant étude universitaire, et ensuite ils ont reçu des messages adaptés à leur profil pour convaincre, alors soit convaincre de voter Donald Trump ou les déconvaincre, enfin les empêcher d'aller voter Biden, les dissuader, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mark Zuckerberg, est-ce qu'il a une orientation politique démocrate, républicaine? Est-ce qu'il met ses deniers à contribution? Alors pour l'instant, pas encore. En 2017, on a imaginé qu'il voulait lui-même être président des États-Unis, puisqu'il avait fait une tournée en 2016 de divers États américains, et donc on a imaginé qu'il allait se prendre pour un homme politique et essayer. Et en fait, visiblement, ce n'était pas le cas. Et pour conclure, est-ce que vous auriez envie de poursuivre cette enquête? Et comment pourriez-vous le faire d'ailleurs? Est-ce que ce sont des dirigeants, des milliardaires qui sont pour vous source d'inquiétude au-delà du raisonnable, si on peut dire? Ça peut être quoi? On verra tout à l'heure que l'invité de Patrick Simonin, Jean-Christophe Ruffin, lui, s'inspire dans son roman comme ça d'une multinationale et d'un géant de la tech qui mènerait un coup d'État, qui commanditerait un coup d'État. Est-ce que ça peut aller loin? Alors, moi, ce qui est vrai, c'est que je vais continuer à les suivre, ça c'est sûr, au moins sur deux points. Que ce soit Jeff Bezos, Bill Gates ou Elon Musk, ils ont des projets avec des filiales, avec Synchron ou avec Neuralink, d'implants dans le cerveau. Dès 2004, les gens de Google, Larry Page, Sergey Brin, disaient « Un jour, on aura un implant cérébral ». Et quand vous vous poserez une question, Google vous répondra directement sans avoir besoin que vous la formuliez, votre question. Ce sera tout dans votre tête. Donc vous imaginez la porte ouverte dans les deux sens, la porte ouverte de votre tête. Donc ils ont presque tous des projets comme cela, et ils sont tous surtout dans l'IA. On est en train de légiférer sur l'IA pour empêcher que n'importe qui puisse faire n'importe quoi. Et eux, ils essayent que ce soit très fermé, de façon à rester entre eux et avoir encore un monopole ensemble sur l'intelligence artificielle. Ouais, de là, avoir une gouvernance mondiale entre eux, peut-être pas. Ils ont des intérêts qui divergent? Non, oui, on n'en est pas là. Je pense qu'ils ont regardé les bagarres entre Elon Musk et Mark Zuckerberg l'été dernier, qui voulaient se battre dans une cage à main nue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah ouais, d'accord, un octogone, comme dirait l'autre. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Christine Kerdelan. Je rappelle donc le titre de votre livre, c'est « Milliardaires plus forts que les États ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci, Mohamed.